Alors racontez-nous d'abord, docteur Desbiens, comment s'est passée en fait cette intervention. Vous avez été appelé au milieu de la nuit puisque voilà, vous êtes en alerte en cas d'événements tels que ces attentats et vous êtes intervenu tout de suite auprès des victimes, des accompagnants dans le quartier où ont eu lieu ces attaques. Alors, il y a eu la chronologie, c'est que nous avons été mis en préalerte vers 23 heures. Il y a deux permanents au sein des centres, des cellules d'urgence médico-psychologique, le docteur François Ducrot et le docteur Sylvie Molenda, et qui nous ont, moi je suis volontaire en fait, qui nous ont demandé de nous préparer à éventuellement se projeter sur le terrain. Projection sur le terrain qui a eu lieu vers 4 heures du matin, c'est-à-dire nous sommes partis d'ici à 4 heures du matin et nous sommes arrivés à 6 heures du matin. Les deux premières choses que nous avons mis en place, c'est nous étions une équipe de 4, 3 psychiatres, une psychologue. Nous sommes séparés en deux équipes de 2, une qui est allée sur le terrain en maraude, c'est-à-dire aller essayer de repérer les patients qui étaient choqués, hagards, perdus dans la ville, et l'autre qui a mis en place, qui a pris le relais du SAMU 94, de la CUM 94, au niveau de la mairie du 11e, pour mettre en place un poste d'urgence médico-psychologique. Et qu'est-ce que vous avez vu sur place, ressenti? Beaucoup de personnes visiblement, vraisemblablement traumatisées. Oui, profondément traumatisée. Dans l'émission que nous avons à chaud, une des premières tâches qui nous incombe repose sur l'évaluation du retentissement psychologique, médico-psychologique de l'événement. Et donc, nous avons été tous, je pense, marqués par la profondeur de l'état de choc, par des tableaux cliniques majeurs que l'on a rarement vus par ailleurs. Ça se caractérise comment en fait ces tableaux cliniques dont vous parlez? Alors, je parlais de patients hagards, c'est-à-dire que quand on doit faire face à un tel événement inimaginable, il y a une espèce de blocage qui se fait et on a vu des patients qui avaient perdu toute notion de temps, de lieu, d'espace et qui erraient dans la rue. Et ensuite, dans le poste d'urgence médico-psychologique, c'est pareil, on avait des gens qui avaient l'impression de vivre encore dans un cauchemar, d'être en dehors de la réalité. Et votre rôle, c'est de les rassurer, en fait, quand on parle de prise en charge, voilà, c'est de parler, d'extérioriser un peu? Alors, plus que ça, c'est-à-dire qu'une fois que l'évaluation a été réalisée, donc nous, on est dans une perspective de soins, on travaille dans une perspective de soins, et donc soit on va permettre une première ventilation émotionnelle du vécu de l'événement, soit on va se poser la question de l'introduction d'un traitement pharmacologique, voire d'une hospitalisation. Avec des degrés entre des personnes qui ont été simples témoins, si je peux me permettre, et d'autres victimes que vous avez pu croiser? Non, l'évaluation se fait sur vraiment le tableau clinique présenté par les personnes indépendamment du lieu où elles se trouvaient. Vous m'avez dit également en antenne avoir vu, et je pense que c'est assez rare aussi pour le signaler, des journalistes tout simplement également choqués qui auraient pu également être pris en charge. Ce qui nous a frappé en arrivant à 6 heures du matin, donc avant même d'installer le poste dans la rue, sont les équipes de médias qui étaient en état de choc, qui à mon avis présentaient aussi des états de sidération émotionnelle. On a vu des forces de l'ordre aller aussi très très mal. Effectivement, je pense que tous ceux qui ont été là en première ligne ont été fortement impactés sur le plan psychique et doivent aussi veiller à leur propre santé psychique. Je pense aux journalistes notamment. Ne pas hésiter à consulter pour... Voilà, à plus long terme, parce que vous êtes intervenu, donc vous veniez de Lille, faut le rappeler, vous êtes intervenu dans les premières heures, vous êtes revenu maintenant dans la métropole lilloise, d'autres équipes psychologiques ont pris le relais, mais pour toutes ces personnes, voilà, il y a matière à avoir un suivi à plus long terme? Au moins une évaluation, c'est ça. La première chose, c'est de ne pas passer à côté de ceux qui vont mal en aigu et ceux qui vont aller mal en chronique, c'est-à-dire à plus long terme. Donc cette évaluation pour tous ceux qui, entre guillemets, ont vu la mort en face, c'est à mon avis majeur. Et ça inclut aussi les sauveteurs, je pense aux pompiers, je pense au personnel du SAMU qui était tout de suite sur place.
ne pas passer à côté pour éviter que s'installe un trouble plus chronique avec des conséquences assez délétères. Alors aujourd'hui, au-delà même de ces témoins directs, avec les médias constamment présents et au plus près, les réseaux sociaux également, on a vu arriver beaucoup de vidéos amateurs dans les médias. Vous avez forcément un avis sur voilà, ce déferlement d'images. C'est aussi peut-être pas tragique, mais difficile à gérer pour certaines personnes. Ah oui, je pense qu'il y a une véritable responsabilité de la part des médias, mais aussi de la part des réseaux sociaux, de ne pas exposer des images inutiles. C'est-à-dire qu'on sait tous, on a compris que c'était une horreur et qu'il est inutile de filmer des cadavres, comme on l'a vu sur certaines vidéos, et de les diffuser. Il y a aussi l'impact sur les enfants. On en parle beaucoup ce matin, comment on va parler à nos enfants de ce qui s'est passé. Il faut en parler, ça c'est très clair, il faut en parler avec des mots adaptés et certainement pas avec des images de cadavres. Vous avez vu aussi, Sylvie Molenda, des images qui vous ont choqué? Je vous avouerai que je me suis tenue assez à l'écart, pour le coup, de toutes ces images, parce que nous avons travaillé donc, le samedi donc, de 6h du matin à 19h. Nous avons reçu énormément de personnes. On a été du coup pris dans cette prise en charge psychothérapeutique d'urgence et ça nous a relativement protégés des images. Et hier, je vous avouerai que j'ai chanté les images. On parlait justement des enfants, alors vous n'êtes pas directement pédopsychiatre, mais c'est vrai que voilà, il y a un rôle pour alors, les parents directement, mais aussi des professeurs qui aujourd'hui vont retrouver leurs élèves. Comment en parler aux enfants? C'est une grande question. Mais... Les professeurs qui se sont déjà emparés de la question, j'ai vu moi sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'information que les professeurs n'ont pas attendu qui que ce soit pour réfléchir. Il y a déjà des initiatives. Évidemment, le ministère de l'Éducation nationale a émis un certain nombre de préconisations. Moi, j'ai vu un truc super chouette, c'est Astrapi, le journal pour enfants, qui a tout de suite mis en ligne 2 pages gratuites pour aider les adultes à aborder ça avec leurs enfants. Ce qui est important, c'est que les adultes restent des repères de sécurité vis-à-vis de leurs enfants, donc les adultes qui comptent, c'est-à-dire les parents, c'est-à-dire les professeurs ou tous les référents en tous les cas qui peuvent, les profs de sport aussi, enfin, je veux dire dans les activités sportives, voilà, ces adultes référents qui puissent continuer à incarner la sécurité. Tout en disant ce qui s'est passé, sans parler des détails qui n'intéressent personne. En fait. Pour finir, il y a eu donc forcément les témoins directs, mais des témoins aussi indirects, peut-être des personnes dans la région voilà, qui ont vécu, qui se sentent touchées, concernées. Là aussi, il y a peut-être une évaluation à faire. Donc, on a hier, me semble-t-il, des personnes qui étaient au Bataclan, et qui sont revenus effectivement dans la région et qui se sont présentés aux urgences du CHRU pour une prise en charge spécialisée. Et donc nous avons assuré cette prise en charge. Et qui va continuer, j'imagine, avec des équipes d'astreinte pour les prochains jours à Paris ou ailleurs. Sur place, à Paris, il y a évidemment tout un dispositif qui est toujours en place et qui sera en place tant qu'il sera nécessaire. Et qui est assuré à la fois par des équipes parisiennes, mais aussi des équipes venues de toute la France. Et ça, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Et puis, évidemment, sur l'île et sa région, le fait de pouvoir aller voir au moins son médecin traitant, je pense que ça, c'est important comme message, pour avoir des conseils. Et puis, le médecin traitant d'orienter vers les centres médico-psychologiques, quand il y en a, et les consultations spécialisées du psychotrauma, comme celle du CHRU de Lille. Merci Christophe Desbiens et Sylvie Molenda d'être venus donc tous les deux aujourd'hui et ce matin sur Grand Lille TV pour évoquer donc votre rôle dès la nuit des attaques. Merci à vous.